Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Elle représente plusieurs milliers d'emplois sur notre département. L'hôtellerie-restauration demeure un secteur d'activité d'importance, aussi bien la semaine avec ceux qui travaillent que lors des congés avec les touristes locaux ou venant de pays limitrophes. Un secteur qui doit toutefois constamment s'adapter au manque de bras, au changement d'habitude de consommation, à une certaine concurrence déloyale des particuliers via les plateformes. On parle de tout cela avec nos trois invités. Hervé Pierrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, donc du département bien sûr. Je précise tout de suite que vous avez officié au Beau Rivage à Gérardmer, vous avez dirigé les Trois-Vallées à la Bresse et désormais vous êtes... Les Vallées. Les Vallées, pardon. Pourquoi Trois-Vallées? Je sais pas, tout le monde fait l'erreur. Bah oui, forcément, on pense aux Trois-Vallées en Savoie, pardon. Les Vallées, bien sûr, l'hôtel des Vallées à la Bresse. Et vous êtes désormais le propriétaire gérant du restaurant La Coupole à Remiremont. Mais vous êtes ici en tant que président de l'UMI. Fabrice Michaud, bonjour. Bonjour. Trésorier et directeur des ressources humaines du GVH, le groupe vosgien d'hôtellerie. 28 franchises Accor, grosso modo en région Grand Est, dont 9 dans les Vosges. C'est ça. Merci d'être là, c'est votre première sur ce plateau. Merci. Et Denis Gaïda, bonjour. Bonjour. Chef de travaux du lycée hôtelier privé d'Épinal, l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph, bien sûr. Lycée hôtelier avec bon an, mal an, 200 élèves par an. 200 apprenants, soit élèves cursus normal ou apprentis. C'est ça. Vous allez nous raconter cela dans quelques instants. Hervé Pierel, petite photographie déjà de l'hôtellerie-restauration sur notre département. On va voir un tableau qui reprend les chiffres avec le nombre de restaurants, cafés, bars, etc. On va se le lire tout de suite ensemble. Les Vosges, des chiffres a priori consolidés avec des sources diverses et variées, officielles en tout cas. Tout à fait. Les Vosges compteraient 549 restaurants, 337 cafés, bars, 113 hôtels et 14, un peu moins, une dizaine de discothèques, on va dire. Voilà, 549 restaurants, 337 cafés, 113 hôtels. C'est un chiffre qui est plutôt stable, depuis quelques années, malgré qu'en France, on dit qu'un restaurant 23 restaurants ferment tous les jours en France. Je pense que les Vosges ont la chance d'avoir une stabilité à ce niveau-là. Notamment ça parce ça que, ferme. Voilà, notamment, enfin, on va le détailler tout ça, parce qu'il y a cette activité la semaine et les week-ends et les vacances. Oui, et puis je pense que les vacances, dans cette période un petit peu compliquée économiquement, les Vosges ont son rapport qualité-prix qui est très très intéressant. De par la montagne, moi cet été, qui était un très bel été dans l'ensemble sur les Vosges, la canicule de juin nous a servi, les gens cherchaient la montagne, et en ayant la montagne, le rapport qualité-prix était quand même beaucoup plus agréable dans les Vosges que dans les Alpes. Alors, on va en parler effectivement. Fabrice Michaud, vous partagez cette première lecture. Donc je réitère, hein, vous êtes le directeur financier et directeur des ressources humaines de 28 franchises Accor dans le Grand Est, dont 9 dans les Vosges. Hein. On ne va pas les citer, mais on pense à l'Ibis rouge d'Épinal, il y a le bleu aussi, l'Ibis Budget, il y a le Mercure, vous êtes aussi à la Bresse, à Remiremont, à Saint-Dié. Voilà, donc les franchises Accor. Précision, vous êtes un des plus gros groupes franchisés, alors groupe privé, mais franchisé Accor de France. Un des plus gros, on va rester modeste, oui. Parce il y en a des très gros, mais on pèse lourd chez Accor, oui, effectivement. Quelle lecture vous avez du marché vosgien de l'hôtellerie-restauration? C'est vrai que le marché vosgien, oui, a eu le vent en poupe cet été. Comme disait Hervé, il a fait chaud à différents endroits. Depuis le Covid, les Vosges attirent aussi, ça c'est quelque chose qui est clair et net. En constante évolution. La Bresse, l'établissement qu'on a à la Bresse fonctionne toujours très bien, également aussi l'été. C'est un hôtel saisonnier, donc c'est vrai que ça fonctionne bien. Et Épinal aussi. Et en pleine, entre guillemets, bien sûr, par rapport à la clientèle d'affaires. Oui. Avec, bien sûr, des grands événements. On va voir quelques images de l'Ibis Budget, qui a été refait tout récemment. Voilà, forcément, en mars Épinal. De l'année dernière, qui est ouvert. Oui. Forcément, Épinal, des grands événements qui font que... Et puis une activité économique, des zones industrielles, etc., qui font que les hôtels, globalement, tournent bien. Les hôtels tournent bien. Après, on peut remercier quand même la ville d'Épinal aussi, qui fait beaucoup pour le tourisme spinalien. C'est vrai que... Là, ils organisent des événements. Les événements attirent des personnes qui reviennent après, qui vont peut-être aussi un peu plus loin dans les Vosges aussi, qui visitent d'autres endroits. On n'a pas eu la chance d'avoir le Tour de France l'année prochaine, mais bon, ce sera pour une autre fois. Peut-être pour une autre fois, effectivement. Denis Gaïda, par rapport à la formation, les Vosges,
terre de formation dans ce secteur d'activité. Vous représentez le lycée hôtelier d'Épinal privé, mais il y en a un à Gérardmer, Jean-Baptiste Chardin, et puis bien sûr le lycée hôtelier de Contrex. Voilà, chaque partie du département a son centre de formation. C'est la preuve que... C'est la preuve qu'il y a un certain dynamisme et puis que ça permet aussi de pouvoir répondre, pas forcément dans la globalité, dans la totalité, mais de répondre aux attentes des hôteliers et des restaurateurs en termes de recrutement, même si, bien entendu, on sait très bien qu'on ne pourra pas répondre à toute la demande, étant donné le nombre de postes qui sont à pourvoir. Ouais, voilà. Donc, voilà, chaque établissement fait un petit peu ce qu'il peut en termes de recrutement et de formation sur les différentes gammes de restauration que comptent les Vosges. Et après, bien entendu, les restaurateurs sont aussi force de pouvoir attirer des gens venant de l'extérieur pour pouvoir venir travailler dans les Vosges aussi. On voit quelques images de votre restaurant d'application. Là, ce ne sont pas des clients entre guillemets habituels, parce que là, c'était à l'occasion d'un comité d'agrément du label Je vois la vie en Vosges terroir. Tout à fait. Voilà, restaurant d'application qui, juste quelques mots, parce que le gros public peut-être connaît moins les restaurants d'application des établissements de formation. Alors, les restaurants d'application accueillent la clientèle extérieure à l'établissement, bien entendu. On n'est absolument pas en concurrence avec les restaurateurs. On y prend garde parce que ce sont nos partenaires dans la formation pour nos gamins, que ce soit pour les périodes de formation en milieu professionnel ou que ce soit par rapport à l'apprentissage. Même si, bien entendu, on n'a pas les coûts qu'eux ont à supporter, mais on essaye de ne pas avoir un trop gros décalage avec eux pour ne pas rentrer en concurrence déloyale avec les restaurateurs, ce qui est tout à fait normal. Restaurant d'application qui est ouvert quelques jours dans la semaine et quand les élèves sont là, puisqu'ils sont aussi beaucoup en stage sur le terrain, dans les entreprises, dans les Vosges ou très loin. Hervé Pirel, quel bilan vous tirez de l'année 2025 ou 2024 de ce secteur d'activité qui se porte plutôt bien? Vous l'avez dit succinctement tout à l'heure. Oui, je le dis, il se porte plutôt bien. Alors c'est qu'on a un peu une image de la France où c'est un peu la crise. Les restaurants sont en crise, c'est compliqué. On a fait une étude parallèle, nous, dans les Vosges, au sein de l'UMIH, et il en ressort une très bonne saison été, avec 50% des gens qui sont contents de leur saison, 25% qui sont très contents, et 25% qui sont un peu mécontents. Donc, dans l'ensemble, ça va relativement bien. Mais je pense que, je reviens sur le sujet, c'est que les Vosges sont terre d'accueil des rapports qualité-prix. Peut-être que les restaurateurs qui crient misère actuellement sont ceux qui ont un petit peu abusé des prix dans le sud de la France, où on peut abuser, on payait 18 €, 3 boules de glace. Je crois qu'à un moment donné, il y a un peu d'indécence. Et malheureusement, le jour que la clientèle-là s'en va, et voir en Espagne, en Italie, qui font de très belles saisons, il faut peut-être un peu réagir un petit peu avant. On n'a pas ce problème-là dans les Vosges pour l'instant. Gérardmer est très vigilant, mais on est très vigilant avec eux à ce niveau-là. Alors, c'est-à-dire, vous invitez, vous êtes un syndicat professionnel, donc l'UMI, l'UMIH Vosges, donc vous invitez vos adhérents à dire attention, les prix... il faut être vigilant. Grosso modo, ne profitez pas de l'affluence pour augmenter les prix. Surtout sur des villes comme Gérardmer, où maintenant tous les week-ends sont noirs de monde, c'est une forte affluence. Il faut être très vigilant. Je pense, j'ai toujours dit, moi, que les Vosges sont une terre d'accueil, et on compense le manque d'image naturelle de nos Vosges par l'accueil un peu de la chaleur. C'est un peu le bienvenu chez les ch'tis, on pleure 2 fois, mais une fois qu'on découvre les Vosges, on est tellement charmé par l'accueil, par tellement la chaleur de l'accueil qu'on met dans les Vosges pour compenser, contrairement à une ville comme l'Alsace ou le sud de la France. Donc forcément, on compense là, et s'il arrive un surtourisme, j'ai peur qu'on perde cette image-là. Donc on est très vigilant avec nos adhérents à communiquer sur le sujet, d'être très vigilant sur la qualité de l'accueil et le rapport qualité-prix. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Cette problématique du pouvoir d'achat et donc du panier moyen, vous l'avez ressenti? Il y a des chiffres qui on ne le ressent pas trop dans les Vosges encore, parce que je dis, on est dans des régions, des rapports qualité-prix intéressants, mais on est très vigilant à ça. Et puis, il faut savoir accepter qu'une table de 3 vienne manger et puis qu'ils prennent que 2 assiettes pour 3. Il faut savoir l'accepter. On a un service d'accueil. On a pour accueillir nos clients. Accueillons-les. Par rapport à, justement aux habitudes de consommation, on va parler de formation avec la viande. Les gens mangent peut-être de moins en moins de viande, par exemple, globalement. C'est le cas dans les restaurants ou pas? Non, Comment vous, professionnels, vous adaptez au changement de consommation? Il est clair qu'on est vigilant par rapport aux modes, aux modes et aux terroirs qui vont là. Il faut forcément être dans le mode. Mais je pense que les gens vont au restaurant pour manger autre chose qu'ils ne mangent pas chez eux et pour se faire plaisir.
le restaurant est quand même majoritairement un instant plaisir. Peut-être un instant corporel de travail, mais c'est majoritairement une sortie plaisir. Alors, il est vrai qu'on voit sur le premier semestre 2025 que le livret A n'a jamais été autant rempli d'épargne par les Français. Donc forcément, c'est l'argent-là, parce qu'il y a un climat de crise, de tension géopolitique, économique, on peut comprendre qu'ils mettent de l'argent de côté. Mais quand ils se font et les sortie, Français qui sont champions de l'épargne en général. Oui, mais là, ça a d'autant plus doublé encore que... plus, alors là, donc c'est forcément des messages un peu inquiétants pour nous, parce que la restauration reste majoritairement un instant plaisir. Si on enlève le côté corporate, séminaire et groupe. Donc il faut être vigilant à ça. L'hôtellerie, Fabrice Michaud, on va revenir en détail notamment sur les modes de consommation, l'impact entre guillemets sur l'aspect formation. En hôtellerie pure et dure, juste un petit préalable, il n'y a pas vraiment de formation pour travailler dans un hôtel, être agent d'accueil ou serveur, réceptionniste. Voilà, pardon, je cherchais le terme. Merci beaucoup Hervé. Réceptionniste, etc. On l'associe toujours à la restauration. Alors beaucoup, effectivement, on va peut-être en parler après, mais c'est ce qu'on échangeait en préambule. On peut estimer qu'on a entre 5 et 10% de nos personnels qui sortent d'une formation hôtelière. C'est vrai que c'est beaucoup des personnes qui... Je me permets de répéter, 5 et 10%, oui. C'est très très faible. Non, je pense qu'on est d'accord aussi. C'est vrai que c'est beaucoup des personnes qui aiment le métier, qui aiment s'orienter vers le métier, peut-être des reconversions, mais qui sortent réellement du lycée hôtelier ou de formation, hormis tout ce qui est personnel de cuisine, bien évidemment, parce qu'il faut des bases. C'est très peu. Après, le réceptionniste, il faut avoir surtout des fois des connaissances de langue, qui aident beaucoup. Ce n'est pas forcément à l'école qu'on peut les apprendre ou les développer. Tout ce qui est métier de femme de chambre, c'est vrai que bien souvent, on a des métiers qui sont recyclés, qui viennent de l'aide à la personne ou de sociétés comme ça. Donc, je ne sais même pas si vous formez des cursus en femme de chambre. Femme de chambre, non, mais sur la partie hébergement, on s'était lancé en apprentissage sur la réception. C'était une année qui avait été un tout petit peu compliquée. C'est toujours compliqué quand on lance une formation comme ça, parce que il faut pouvoir attirer les gens. Et c'est un métier qui est quand même assez méconnu, le poste de réceptionniste. Et passez-moi l'expression, c'est un petit peu compliqué de le vendre à des jeunes gens qui sont maintenant niveau bac, puisque c'est ce qu'on appelle une certification de spécialisation, donc niveau 4, il faut avoir son bac. Alors ça peut être un bac général, un bac en hôtellerie, peu importe quel qu'il soit. Mais c'est vrai que vendre cette formation, c'est pas toujours forcément aussi facile que ça, pour différentes raisons. Parce que même si sur Épinal, on est bien doté en hôtel sur Épinal, ça c'est clair, mais c'est vrai que ça nécessite des jeunes gens ne serait-ce que de faire 20, 30, 40 kilomètres en dehors d'Épinal pour trouver un établissement qui vont pouvoir le prendre en apprentissage. Et c'est vrai que ça, on n'a pas des gamins qui sont extrêmement mobiles maintenant et ça complexifie un petit peu les choses. Pourtant, pardon, effectivement, de prime abord, dans l'hôtellerie-restauration, on s'engage, entre guillemets, à cette mobilité. Et c'est aussi un intérêt, d'ailleurs, de pouvoir aller travailler partout en France, voire partout dans le monde. Oui. Et de moins en moins, en fait. Alors, oui, on a des jeunes gens, moi je le constate maintenant, depuis maintenant quelques années, on a quand même, après le Vosgien aime bien les Vosges. Oui. Il aime bien ses Vosges, il faut être clair là-dessus, il a quand même cet attachement-là. Mais on a des gamins qui ont un petit peu de mal à quitter le cocon familial, parce que ils arrivent dans nos formations, ils sont assez jeunes, et c'est vrai que de partir et de quitter le cocon familial où les parents s'occupent un peu de tout, ils ont un tout petit peu de mal et il faut un tout petit peu les pousser pour qu'ils arrivent à franchir le pas. Alors on en a tous les ans, mais c'est vrai que c'est pas la majorité des jeunes qui consentent à quitter, ne serait-ce qu'à 100 km de chez eux, quoi. C'est pas forcément évident. Hervé Pierrel, je reviens sur l'hôtellerie pure et dure. On va voir quelques images du domaine de montagne de Ventron, donc bien sûr ex-frère Joseph de la famille Leduc. Premier 5 étoiles sur notre département, d'ailleurs une 5e étoile obtenue très très rapidement, après 3 ou 4 mois d'ouverture. Qu'est-ce que ça dit sur la destination Vosges et puis voilà, cette niche entre guillemets, qui n'en est pas vraiment une, mais voilà, de la clientèle luxe. Je pense qu'il y avait un potentiel, il y avait un manque réel Alors, il y avait de l'hôtellerie haut de gamme, 4 étoiles. Après, pour revenir sur l'étoile qui est rapidement acquise, ce n'est juste que des normes à remplir et à compiler.
Certes, il y a la qualité de l'accueil et du service, mais ce n'est pas comme une étoile Michelin ou un macaron Michelin qu'on peut obtenir après plusieurs visites. La 5e étoile, il faut en faire la demande auprès de la Tout-France, remplir les conditions et l'obtenir. C'est vrai qu'ils ont ouvert un établissement... Il n'y a pas du tout de visite sur place pour vérifier tout ça. Il y a une nuitée mystère qui est là, mais c'est marginal par rapport à des récompenses Michelin dans la restauration. C'est plus un cadrage qui vient de chez Accor. Le cadrage de la l'hôtellerie française des 2, 3, 4, 5 étoiles, qui est géré par Atout France, c'est quand même très fortement calqué sur les groupes Accor, sur les normes des hôtels. D'ailleurs, il y a un changement il y a quelques 15 ans de ça, où tous les 3 étoiles passaient 4. Donc maintenant, la norme française, la norme étrangère de qualité, c'est 4 étoiles. En dessous, les gens regardent très peu. Et beaucoup d'hôtels sont passés de 3 à 4. Donc un 5 étoiles, ça ne me choque pas, c'est très bien. Fabrice Michaud, pour le grand public, un 4 étoiles, ça reste quand même quelque chose, j'allais dire, peut-être d'un petit peu inaccessible. Pas du tout, en fait. Le Mercure, par exemple, en centre-ville, c'est un 4 étoiles. C'est un 4 étoiles, c'est un 4 étoiles. C'est vrai que, dit comme ça peut surprendre. 4 étoiles, on l'associe au luxe. Plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Plus aujourd'hui. C'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Hervé, c'est que le luxe attire énormément, en fait. Le luxe, c'est peut-être le seul secteur qui évolue le plus encore en TO, en taux d'occupation, et en PM, en prix moyen, en RevPAR. Et en volume en volume, ça reste assez élitiste. Voilà, ça reste assez élitiste, mais même chez Accor, c'est vrai qu'on sent la tendance à vouloir pousser vers le haut de gamme. Nous, Mercure, on est 4 étoiles, mais on est considéré comme du mid-scale. Mid-scale. La moitié de l'échelle. L'échelle moyenne, c'est ça. Voilà. Au-delà, ça va être du 5 étoiles. On va parler de luxe à partir de 5 étoiles. C'est ça. Bon, Hervé Pirel, mais pour revenir à Vintron, c'est un super établissement qu'ils ont ouvert. C'est une belle vitrine pour les Vosges. C'est un peu leur pendant du domaine de la Close qu'ils ont en Moselle. C'est 2 très beaux établissements avec une très bonne gastronomie. Je pense que pour moi, ce sera le futur étoilé Michelin dans les Vosges. Alors, justement, vous me faites une merveilleuse transition. On revient sur la restauration. Quand on dit hôtellerie et restauration, c'est vrai que c'est 2 métiers différents, mais qui sont parfois liés, bien sûr, dans les hôtels-restaurants, notamment dans les zones touristiques. Quelques images du restaurant Brunel, donc à Rouvres, en Xaintois, qui a décroché donc, au printemps dernier. Burnel. Merci. Qui a décroché donc sa première étoile au printemps dernier, enfin en début d'année. Donc c'est le 2e restaurant 1 étoile des Vosges, avec bien sûr les Ducs de Lorraine. Dans un tout petit village. Qu'est-ce que ça dit, Hervé Pirel ? Ça prouve que On va les citer, Maï Sissoko et Marion Anzac, qu'on voit l'image. Ça veut dire que le haut de gamme peut avoir lieu partout. Du moment que la référence est là, que la qualité est là de la cuisine, du service, il n'y a pas forcément un environnement qui a besoin d'être pour là. Ça peut se faire naturellement partout dans les Vosges. On a eu la chance d'avoir Jeanne-Sophie il y a quelques années, au Bar-Rue pendant très très longtemps. Les Ducs de Lorraine sont restés notre seul étoilé Michelin depuis très longtemps. C'est vrai qu'on est pauvre, malheureusement, on le déplore. On est pauvre en référence Michelin dans les Vosges, contrairement à l'Alsace qui est surnourrie, ou la Champagne. Au milieu, on n'a pas les parents pauvres. Mais il y a plein de restaurants de très bonne qualité dans les Vosges. Mais c'est vrai que vous avez parlé du domaine de montagne à suivre de près. Ça devrait rapidement tomber si ça suit le domaine de la Close. Donc, et puis, moi, je pourrais y avoir été mangé régulièrement 2 fois. Je trouve ça exceptionnel. Pour y avoir mangé personnellement 2 fois, je trouve la qualité du service, de la qualité de la cuisine exceptionnelle. Digne d'étoilé Michelin. Quel regard vous portez sur la gastronomie et cette appétence toujours des Français, alors notamment avec le grand public, avec les émissions de cuisine, sur la restauration et, comme a dit Hervé Pirel tout à l'heure, l'envie de se faire plaisir au restaurant. Elle est toujours aussi prégnante Je pense qu'elle est toujours prégnante et je pense que ça devient une destination maintenant. Quand on a un étoilé, comme le disait Hervé, il n'y a pas forcément de lieu pour s'implanter. C'est l'étoilé qui va faire attirer la personne, la clientèle. On peut en avoir à tout endroit. Et c'est vrai que c'est une envie particulière. Je pense que le client aime bien se faire plaisir. C'est une culture C'est une culture, oui, exactement. Oui. Un petit mot de formation encore. Oui. Pardon, allez-y. Sur l'aspect gastronomique pur et dur. Sur l'aspect gastronomique, ce qu'il y a, c'est que dans les formations,
on se doit de toucher un peu tous les types de restauration. Et nos élèves apprennent aussi bien à faire du travail de cantine, qui n'est pas négligé, qui n'est pas négligeable. Et qui représente un paquet d'emplois. Et qui représente un paquet d'emplois jusqu'à des niveaux gastronomiques, puisqu'on a des partenaires au niveau gastronomique. Alors c'est vrai que, comme vous le disiez, M. Perel, il y a très peu d'étoilés sur les Vosges, mais on travaille avec l'Alsace, on a travaillé avec le Chambard, on travaille avec des étoilés Michelin un tout petit peu sur tout le territoire. Bien entendu, ce n'est pas forcément tous les ans, puisque c'est fonction des gamins que l'on a, de leurs compétences et des capacités et de leur envie toujours de s'expatrier un petit peu aussi. Mais c'est vrai qu'on essaye de balayer, je dirais, l'éventail le plus large possible de ce qui peut se passer en restauration. Ce qui leur permet, au bout de leur formation, de choisir le type de restauration vers laquelle ils vont vouloir s'orienter pour aller travailler au moins pour leur premier emploi. Quitte à eux après à évoluer et à changer de type de restauration, puisque ça, bien entendu, on n'est pas enfermé là-dedans et ils ne sont pas enfermés dans les choses, mais en tout cas, on essaye de leur donner le panel le plus large possible. Bien entendu, c'est pas tous les jours, mais en tout cas, on leur donne une petite idée de ce que ça peut être, de travailler dans un restaurant du quotidien, de travailler dans un restaurant familial, dans un restaurant gastronomique, dans des restaurants aussi d'hôtel, oui, quoi. C'est vrai que c'est des métiers différents. Travailler en restauration dans un hôtel ou travailler en restauration dans un restaurant, c'est deux métiers différents. Et c'est un challenge deux contraintes différentes. Et c'est un challenge qui est très très compliqué à mettre en place pendant soit 2 années de formation ou 3 années de formation. Et c'est pour ça que nos partenaires restaurateurs pour les périodes de formation au milieu professionnel, ils trouvent toute leur place là-dedans. Et ça permet aussi aux gamins de dire, voilà, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Et voilà. 2 éléments, messieurs, que je souhaiterais qu'on aborde. On arrive bientôt au terme de cette émission. Ressources humaines. Fabrice Michaud, les avancées sociales en termes d'avantages, de reconnaissance salariale dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Grosso modo, vous me disiez 10% de revalorisation salariale. Oui. Quid des horaires, les pauses, etc. Où on en est et est-ce que c'est encore un problème ? C'est encore un problème qui est peut-être encore plus d'actualité. Malheureusement, c'est le métier qui veut ça. Bon, on essaye toujours dans l'hôtellerie d'essayer d'arranger un peu nos équipes. Quand on le peut, on essaye d'éviter les coupés. Comme dans la restauration, c'est un peu plus compliqué, mais dans l'hôtellerie, on essaye d'éviter les coupés. C'est vrai que c'est un peu le sujet qui déplaît finalement le public, de travailler les samedis, les dimanches, les jours fériés, la nuit, parce qu'on a aussi des veilleurs de nuit. Mais ça avance, Hervé Pierrel. Oui, je pense que ça avance. Alors, je rejoins Fabrice, je pense que le côté bien-être au travail est presque plus important maintenant que le côté financier. Le financier, on ne va jamais l'occulter, mais le bien-être au travail, peut-être faire la semaine sur 4 jours, avoir plus de repos. Alors c'est un peu en opposition, parce que pas plus d'argent et plus de repos, on a dit il manque de l'argent. Sauf que les loisirs des jeunes de la génération Z qui sont maintenant, c'est plus leurs réseaux sociaux, et passer leur temps après-midi sur le canapé, qui ne coûte pas très cher une fois que les téléphones est acheté, malheureusement que nous, les loisirs qu'on pouvait avoir avant. Donc, sauf que les plages d'activité, elles ont toujours été celles d'étendre repas, etc., pour ce qui est de la restauration. Oui, mais il y a semaine de 4 jours, comment vous faites ? Il y a beaucoup de restaurants qui ferment pour préserver les emplois qu'ils ont. Bien sûr. Je pense que la Covid a ouvert les yeux à beaucoup de nos collaborateurs qui ont redécouvert Jean-Pierre Pernaut et Claire Chazal. Enfin, je schématise, mais du moment qu'on ne voit jamais nous, le 13h et le 20h. Ok, on continue à regarder Vosges TV. Voilà. Excusez-moi. Pas de souci. Et donc voilà, ils ont revu autre chose, envie d'autre chose. Ouais. Et donc, il y a nombreux de nos partenaires qui ferment 3 jours par semaine pour concentrer sur 4 jours les employés pour préserver ceux qu'ils ont. Oui, faute de personnel. Voilà, faute de personnel. Oui. Même si pour l'instant, on arrive à avoir, je trouve, que la chose s'inverse un petit peu. Quand maintenant, on poste une annonce, on a un peu plus de CV qui apparaissent. Alors qu'avant, on avait 5 annonces, on avait un CV, on le prenait, puis on choisissait le poste qui allait en face. Oui. Ça tend, je trouve, à s'inverser dans le bon sens et puis avoir des gens. Oui. Mais c'est un peu ce qui fait défaut par rapport à la formation. Enfin, c'est pas leur faute à eux, mais on embauche des gens non qualifiés. Parce que dès qu'on soit quelqu'un qui vient motivé, souriant, on est prêt à le former, nous, sur site, à notre main et comme on en a besoin, plutôt que de prendre quelqu'un qualifié de l'école à tout prix, qu'on n'a pas. D'où les 5 ou 10% qui sont très peu. Messieurs, pardon, dernier thème que je voulais absolument aborder, Hervé Pierel, c'est la concurrence, je l'ai évoqué en introduction évidemment, la concurrence déloyale, difficile,
évidemment des plateformes et des particuliers pour les hôtels. Vous appelez de vos voeux à plus de normes et plus de contraintes pour C'est ça. Nous, ce que l'on considère au niveau de l'UMIH de Desloyal... Là, on est sur l'hôtellerie. C'est l'hôtellerie pure et dure, avec tous ces meublés, gîtes, Airbnb, pour ne pas les citer, qui apparaissent et qui n'ont pas les mêmes normes de sécurité, incendie, de coût électricité, de contrôle des piscines jacuzzi chez eux. Sauf qu'ils apparaissent sur les mêmes plateformes que nous, en vente, avec les mêmes étoiles. Vous tapez 4 étoiles Épinal, vous avez autant de l'appartement 4 étoiles, nommé par qui, je ne sais pas, qui apparaissent au même titre que le Mercure d'Épinal, et le client ne le sait pas. Certes, ce n'est pas le même produit. Quelles avancées, quelles perspectives réglementaires y a-t-il ou espérez-vous? Nous, celle qu'on espère, c'est qu'il y ait des normes qui sont les mêmes pour tout le monde. Sur la sécurité incendie, sur les prélèvements des piscines, des jacuzzis, la fiscalité. La fiscalité n'est pas la même. Notre Premier ministre charge de l'argent, je ne peux que l'encourager à regarder là. Les gens ont plutôt intérêt à louer un appartement en meublé via Airbnb que de le louer où on a un réel manque d'hébergement à l'année pour nos personnels. Ben, on préférait que les gens aillent vers ce sens-là. Il y a des villes qui ont pris des dispositifs dans ce sens-là, comme Annecy. Pour pouvoir mettre un Airbnb à location, il faut avoir un appartement à location à l'année. Et nous, on dialogue beaucoup avec Mme la préfète, avec les maires comme Gérardmer, pour tendre dans ce sens-là. Gérardmer, il n'y a plus de logements, la Bresse, c'est pareil, Épinal aussi, disponibles à l'année. Donc forcément, nos employés, il faut bien qu'on les loge. L'appel est lancé, le souhait est évoqué. Messieurs, c'est déjà le terme de cette émission, c'est passé très très vite. Plein de choses super intéressantes sur lesquelles on reviendra peut-être. En tout cas, voilà, l'hôtellerie-restauration, des emplois qui se maintiennent, qui se développent un petit peu, on l'a bien compris. Non délocalisables. Ouais, certes. Et puis voilà, les Vosges. Mais j'ai entendu aussi votre appel à la vigilance sur les prix, parce que la clientèle peut vite se détourner si ça vient un petit peu trop cher. Vous avez parlé d'Annecy, on sait ce qu'il en est, avec toutes les conséquences diverses et variées du surtourisme. On en reparle une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Sur le terrain. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.